Je m'appelle Michel Fasanino. Je suis né à Sostegno, un petit village au nord du Piémont, le 19 mars 1845. Dans la cour de ma maison, à la rue Pratifori, je peux paisiblement jeter un regard sur ma vie. Je crois que je suis satisfait de ce que j'en ai fait. Pourtant, elle ne m'a pas toujours épargné. J'ai souffert dans mon corps et dans mon âme. Et même si aujourd'hui, j'en porte encore le poids, de me promener dans les rues sédunoises, de boire tranquillement un petit vin de chez moi, je suis content d'avoir été le Sostegno qui a contribué à façonner cette belle ville de Sion que j'affectionne. Grand-papa, j'ai assez joué, j'ai soif. Eh bien tiens, prends là, il y a de la limonade toute fraîche que grand-mère vient d'apporter. Et elle est où d'ailleurs? Dedans, elle a été se mettre un peu au chaud, elle avait mal au bras. On va la laisser se reposer. D'accord, mais alors vous nous racontez comment vous l'avez rencontré? Oh ben encore, je vous l'ai déjà raconté 100 fois cette histoire. Oui. Oui, racontez-nous. Sinon on va aller embêter grand-mère. Bon, je vous la raconte encore une fois, mais c'est bien pour protéger grand-mère. Alors, j'avais 27 ans et je travaillais à monter chez les cousins Moulton, Thomas et Étienne. Ils étaient jeunes comme moi, ils étaient saisonniers, mais ils avaient déjà leur entreprise. Et moi, comme il y avait tellement de travail, eh bien, j'ai été les rejoindre. Et moi, ben, je n'avais pas encore le temps, et pas encore l'envie non plus de regarder les filles. Mais les filles, elles me regardaient déjà. Mais ça, vous dites pas à grand-mère, hein, parce qu'elle n'aime pas que je dise ça. Enfin bref, Thomas, il venait de se marier. Sa femme, elle avait une sœur. Et il venait souvent pour nous retrouver en fin de journée à l'atelier. Et moi, j'aimais bien me retrouver à ce moment-là parce que on parlait un peu de tout ce qui nous était arrivé pendant la journée. J'aimais bien, ça me rappelait un petit peu comme je faisais avant, quand je travaillais à Lausanne. Et bref, elles venaient toutes les deux. Et moi, j'avais pas vu que Pauline, elle venait pour moi. Je peux vous dire que là, les cousins se sont bien moqués de moi. Et après, quand je me suis aperçu, c'est moi qui ai commencé de tourner autour de Pauline. Mais là, c'est elle qui m'a fait tourner en bourrique. Elle testadour, les femmes de Sostegno. Ça n'a pas duré trop longtemps. Et après, on s'est fréquenté un moment. Et après, je l'ai demandé en mariage. Elle a dit oui. Et pour nous, c'était évident d'aller se marier à Sostegno. Et c'est ce qu'on a fait. On a été là-bas, on s'est mariés. Et ça fait 42 ans. Et je l'aime toujours. Et c'était comment Sostegno? Parce que la dernière fois que j'étais encore tout petit. Ah ben Sostegno. Sostegno, c'est un joli petit village du Piémont. Avec d'un côté, il y a les Alpes et de l'autre côté, la plaine. Il y a des champs, il y a des vignes, il y a du bétail et des femmes qui travaillent dans les champs. Toujours de bonne humeur, toujours avec plein d'entrain. Pourtant, elles devaient s'occuper de tout. Il fallait qu'elles s'occupent de la maison, il fallait qu'elles s'occupent des enfants, il fallait qu'elles s'occupent des champs, du bétail, tout ça. Et les hommes, eux, ils étaient partis travailler à l'étranger. C'était obligé. C'est pas que la terre n'était pas fertile à Sostegno, non. Là-bas, il y avait souvent des tornades et les récoltes elles étaient souvent détruites et les hommes ils étaient obligés de partir à l'étranger pour travailler. C'est comme ça, la vie à Sostegno, c'était dur. Mais pourtant, il y avait toujours un moyen de faire la fête à Sostegno. C'était pendant les vendanges. Alors on prenait le train, on traversait le Simplon. C'était quelque chose de traverser le Simplon pour aller jusque là-bas. Et on y allait pour les vendanges. C'était pendant quelques jours. On travaillait dur, mais c'était bien parce qu'en même temps, ça nous faisait un peu oublier le travail du chantier qu'on avait ici. Et puis, on faisait la fête là-bas. On se retrouvait tous en famille, on avait plaisir. On buvait aussi du vin, le vin qu'on récoltait, le Bramatera. Oui, c'est du bon vin, le bon vin de là-bas, qui a réjoui beaucoup de cœurs là-bas. Et c'est du vin que
j'ai fait souvent rapporter par le train pour aller jusque dans le café central. Oui, le café de papa et maman. Et là, je peux vous dire qu'il en a réjoui des cœurs, hein, le bramataire. Et puis moi, eh ben, j'en garde un petit peu ici, à la cave, à la maison. Racontez-nous l'histoire de la maison. Oui, racontez-nous. J'aime bien quand vous nous la racontez. Mais non, mais vous savez très bien dans quel état ça me met quand je parle de ça. Justement, c'est pour ça qu'on veut que vous nous la racontiez. Non, ça va réveiller grand-mère. Alors on va dans votre coin de travail, on ferme la porte, comme ça elle nous entendra pas. Mais j'aime pas aller là-bas avec vous. Vous touchez toujours tout et après on ne sait pas où sont rangées les choses. Mais c'est parce qu'on aime bien regarder vos plans. On a envie d'imaginer comment vous avez fait. On a envie de faire comme vous. Et si vous êtes là, on va pas tout toucher. Allez, venez. Bon, d'accord, mais vous me faites vraiment faire tout ce que vous voulez et moi je sais pas si j'aime vraiment ça. Mais bien sûr que oui. Mais attendez, moi j'ai mal aux genoux, ça s'arrange pas avec le temps. Mais allez-y doucement, nous on sort déjà les plans. Non, 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 de toute façon vous savez pas où il est rangé. Bien sûr que si, vous le rangez à chaque fois au même endroit. Mais vous observez tout, hein, petit démon. Vous savez, c'est plus joli que moi, je vous parle un petit peu de comment je l'ai fait, moi, cette maison. J'avais envie d'une jolie maison avec tout le confort moderne, ornements moulés, peinture de faux marbre, du chauffage dans toutes les pièces pour réchauffer vos gambettes, une chambre à lessive pour grand-mère avec une couleuse en bassin, sur le toit plat, une terrasse pour étendre le linge. J'aime bien voir le linge suspendu là, ça donne un petit air de campagne, à Pratifori, une jolie cour, deux caves pour le vin, un entrepôt pour du stock de peinture. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous raconter. Oui, mais ça on sait, on s'en fiche. Racontez-nous plutôt l'histoire de la maison. Mais moi, je pensais que vous auriez oublié. Bon. Alors, j'avais ce petit terrain, un joli terrain. Et je voulais construire la maison dessus. Mais comme je voulais construire une maison spacieuse pour pouvoir tous vous avoir ici, j'étais obligé de construire la maison un peu plus en avant que les autres qui étaient déjà là dans la rue. Alors ça, c'est vrai. Et seulement, ça n'a pas plu du tout à deux de mes voisins, des artistes, un écrivain et un musicien. Voilà. Alors, ils m'en ont fait voir du pays, ça je peux vous dire. Et que je t'écrive au conseil municipal, et que je t'écrive dans les journaux, et même jusqu'au conseil d'État. Et tout ça pourquoi? Parce que ma maison, elle était trop grande et qu'elle ressemblait à une caserne, ma maison. Et puis qu'elle dénaturait la rue parce que les autres, c'était des petites villas comme ça. Mais j'ai eu gain de cause. Et puis maintenant, regardez voir dans la rue, et toutes les maisons, elles sont comme la mienne. Alors, c'est qui le visionnaire? Hein? J'aurais bien voulu vous voir tout énervé. Oui, il a dû prendre sa grosse voix. Et faire ses vilains yeux noirs. Oui, mais moi, j'aime pas être comme ça. Et moi, je suis quelqu'un de calme et de paisible. Moi, je préfère que les choses, elles s'arrangent tranquillement, dans la sérénité. Mais quand il faut, hein. Il n'y avait pas une dame qui habitait aussi dans la maison? C'est vrai, elle était pas souvent sur le balcon. Oui, avec sa longue robe noire et son chapeau. Je me souviens maintenant. Vous n'allez quand même pas vouloir me faire raconter encore l'histoire de Madame Jean-Jacquet, vous en savez assez, là. Ah oui, c'est vrai, c'est Madame Jean-Jacquet. Bon, mais alors après, vous arrêtez de m'embêter avec les histoires qui m'énervent. Parce que vous savez très bien que moi, je suis fragile, il faut protéger un peu grand-papa. Mais on sait très bien que vous faites exprès de vous énerver juste pour nous faire plaisir. Bon. Eh bien, moi, je pensais que c'était terminé, cette histoire, après ce que je viens de vous raconter. Eh bien, pas du tout. Parce que vous voyez, comme la maison, elle était grande, j'avais besoin de beaucoup d'argent et moi, j'en avais pas assez. J'ai rencontré Madame Jean-Jacquet. Elle, de l'argent, elle en avait beaucoup. Elle avait déjà d'ailleurs contribué à plein de projets pour les enfants défavorisés à Neuchâtel. Alors, on avait un accord. Elle m'a dit, d'accord, je vous donne l'argent pour construire la maison, l'argent qui manque, mais en échange, moi, je vais vous demander de pouvoir utiliser l'appartement au premier étage,
Elle avait bien insisté pour que ce soit au premier étage et qu'elle puisse l'occuper jusqu'à la fin de sa vie. Et elle voulait en profiter longtemps, je suppose. Seulement, voilà, la pauvre, elle avait une santé un peu fragile et elle est morte une dizaine d'années après. Eh bien, c'est ça qui a posé problème. Parce que pendant tout le temps qu'elle était là, elle a demandé à pouvoir aussi utiliser la grande salle du rez-de-chaussée pour pouvoir en faire une salle de classe pour les enfants de l'association protestante de la ville de Sion. Alors moi, je me suis dit, si je peux faire quelque chose pour les enfants, pourquoi pas? Et alors là, la salle, elle a été utilisée comme salle de paroisse. Et là, que je te fasse encore des séances de conseil, que je te fasse encore des après-midi de couture, des après-midi de lecture, ça a duré 6 ans, ça. Alors moi, j'étais d'accord, sinon j'aurais dit quelque chose. Mais voilà, seulement sentant qu'elle allait bientôt mourir, eh bien Madame Jean-Jacques, dans mon dos, elle a écrit une lettre à un notaire et à la communauté réformée de Sion, en disant qu'elle n'avait pas pu utiliser l'appartement aussi longtemps qu'elle avait voulu, donc moi je devais retourner rembourser de l'argent, plusieurs milliers de francs. Alors bon, moi j'ai aussi pris un notaire, je n'allais pas me laisser faire quand même. Ça a duré des mois. Et bien voilà, j'ai gagné quand même. Bon, disons, c'est plutôt la communauté réformée qui a décidé de laisser l'affaire, mais ils ont dû quand même payer 40 francs de notaire. Je t'adore, les gens de Sostegno aussi. Mais enfin, bon, eh bien vous voyez, maintenant on est ici et on peut profiter tranquillement de la maison. C'est ça l'important, non? Vous savez pourquoi j'aime bien cette histoire? Elle me met toujours de mauvaise humeur, c'est ça? Non, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres enfants à Sion qui peuvent dire que c'est leur grand-père qui a construit cette maison. Oui, et qu'il s'est battu pour la faire. Et on est bien content, parce qu'on aime bien venir ici. Eh oui, c'est un peu la ville à la campagne, hein? Grand-papa, on est en 1920, c'est plus la campagne. Ah, bah, tu sais, la ville, elle a quand même déjà beaucoup changé, hein? Il y a 100 ans, il y avait encore les remparts autour de la ville, si. Et puis, le Grand Pont, par exemple, il était encore à moitié couvert seulement. Et il y avait les rues qui étaient pour beaucoup encore avec de la terre battue. Alors pour regarder vos chaussures là, les jolies chaussures toutes propres là, je peux vous dire que c'était difficile. Hein? Alors il y avait bien quelques rues quand même qui avaient des pavés, mais c'était des gros pavés qui étaient tous disjoints, très pointus, et quand on marchait dessus, il fallait faire attention de ne pas se tordre les chevilles ou pas glisser dessus quand c'était mouillé. Alors il a bien fallu qu'on fasse quelque chose. Tiens, va voir me chercher là-haut. Il y a le plan de la ville qui est juste là-haut, s'il te plaît. J'ai réparé les grandes maisons, comme celle de la préfecture au 3e étage, une partie du nouveau collège cantonal, rénové les façades de l'église du collège, construit l'hôtel Schweizerhof à la rue de la Gare, transformé la caserne de la Grange à l'évêque, réparé des casernes de Sion plusieurs fois, construit la maison Adrien Spar au sommet du Petit Chasseur, rénové la maison du Cheval Blanc au Grand Pont, et aussi plein d'autres choses dans la région, construit la chapelle protestante des Mayens de Sion, rénové des maisons à Loèche-Ville, construit des gares pour le chemin de fer Loèche-les-Bains. En 5 ans, j'ai passé de 5 à 60 ouvriers. Alors pour beaucoup, c'était des saisonniers italiens. Alors il y avait des tailleurs de pierre du lac Majeur, des maçons valdotins, bien sûr des plâtriers peintres du Piémont, et puis aussi beaucoup de manœuvres de Savièse. Mais vous savez de quoi moi je suis le plus fier? Non. Non. Eh bien, c'est d'avoir construit des trottoirs à travers toute la ville. Et si, des trottoirs pour donner la possibilité à tout le monde de pouvoir marcher tranquillement sans se salir les chaussures, de donner la possibilité aux dames de marcher sans salir le bas des robes ou alors de ne pas toujours devoir faire attention à mettre les pieds sur le crottin. Et d'avoir fait tous ces travaux
Mais pas seulement les miens, hein, tous les travaux qui ont été faits à l'époque. Eh bien, ça a fait que la ville d'Osion, elle a grandi d'un coup comme ça. Et aujourd'hui, il y a 7000 habitants à Sion. Vous vous rendez compte, ça fait 2000 habitants de plus que quand moi je suis arrivé. C'est beaucoup, hein? Oui. D'ailleurs, maintenant, moi, j'aimerais bien que 4 de ces habitants sortent d'ici. Parce que vous allez vraiment tout me déranger et c'est sûr, on va embêter grand-mère. Allez, alors, on sort, allez, on sort. Moi, ça me plaît de savoir ça. J'aime bien vos histoires. Et puis, c'est notre grand-père qui a fait plein de choses pour la ville. Mais comment vous avez réussi à faire tout ça? Moi, j'avais juste à fabriquer un petit moulin et le mettre dans le ruisseau. Et vous avez fabriqué une ville? Oh, ben, tu sais, les gens de Sostegno, on a ça dans le sang. Et puis ça se transmet aussi par les membres de la famille. Moi, c'est mon papa, moi, il m'a transmis ça. Et avant lui, il y avait plein d'autres gens de Sostegno qui étaient déjà des architectes, des plâtriers peintres, et qui étaient déjà envoyés un peu partout, tout autour de la Haute-Savoie. Ben, pourquoi en Haute-Savoie et pas en Italie? Eh bien, parce qu'à cette époque-là, il y avait les Anglais qui venaient partout, qui affluaient tout autour du Mont Blanc. Alors il fallait leur construire des palaces, il y avait beaucoup de travail. Vous avez construit des palaces, vous? Non, j'étais beaucoup trop petit à cette époque. Mais là, regarde, j'ai quand même construit des jolies maisons à la mode, non? Mais pourquoi vous êtes venu ici si là-bas il y avait du travail? Bien, vous savez, quand le travail il est bien fait, ça se sait. Et de loin en loin, on a su que les gens de Sostegno, ils travaillaient bien. Et c'est comme ça que petit à petit, on les a envoyés à Valorcine, et puis après ils sont descendus sur Martigny, ils ont été jusqu'à Saint-Jean-Golf. Et c'est comme ça que petit à petit, les saisonniers italiens, ils sont arrivés et qui sont descendus jusque dans tout le Valais. Et après encore plus loin. Ils ont été jusqu'à Genève, jusque dans l'Ain, et puis même à la Loire, ils ont été. Et moi, eh ben, j'ai été jusqu'à Lausanne, on m'a envoyé là-bas. J'avais 12 ans. Quoi? À notre âge, vous avez dû aller travailler à Lausanne? Ah ben, c'était comme ça, hein. Mais bon, j'étais trop jeune pour faire un apprentissage. Alors j'ai commencé à travailler dans une droguerie, comme coursier. Vous avez travaillé dans une droguerie, vous? Oui, mais c'est un bon endroit pour apprendre. C'est là qu'on trouve les substances tout spéciales. Par exemple, les huiles, les poudres pour faire les couleurs de la peinture ou de la gypserie. C'est là qu'on apprend à faire le ciment, la chaux. Mais je ne travaillais pas encore dans la construction, mais par contre, je savais déjà tout sur les mélanges. Quand vous avez su tous les mélanges, vous avez été directement travailler sur le chantier? Oh non, j'avais déjà appris plein de choses importantes, mais ce n'était pas assez. Et c'est comme ça qu'à 16 ans, j'ai commencé à prendre des cours de soir. Une fois par semaine, pendant 6 mois. Et c'est là que j'ai commencé un peu à apprendre à faire les dessins, à faire les plans, la base hein, déjà. Mais comme ça, j'ai pu savoir que ce n'était pas les mêmes plans qu'on faisait pour les couvreurs, pour les charpentiers. C'est tout différent. Hein. Et c'est là que moi, j'ai vraiment su que c'était ça que je voulais faire de ma vie. Et c'est comme ça qu'à 19 ans, j'ai pu commencer à travailler à Lausanne, avec d'autres gens de Sostegno. Il y en avait beaucoup qui travaillaient dans la région, mais on se retrouvait tous le soir chez des logeurs, justement. Il y avait un logeur, c'était un couvreur, un autre, c'était un tailleur. Et on a même été une fois logé au-dessus d'une boucherie. On ne mangeait pas tous les jours de la viande, mais par contre, on avait tous les jours l'odeur. Hein. Et pourquoi vous êtes venu ici à Sion? Bah oui, si j'avais commencé à étudier à Lausanne, moi j'y serais restée. En plus, si Sion était une ville encore boueuse et miséreuse, ça ne devait pas donner envie d'y venir. Ouais, déjà, la ville, ça faisait déjà longtemps qu'elle n'était plus comme ça. Hein. Quand je suis arrivé, elle avait déjà changé. Alors, au début, à Monté, je travaillais pour l'entreprise Moulton et Frères. On avait beaucoup de travail. Mais quand je suis venu à Sion, là, je travaillais pour une nouvelle raison sociale. Moulton et Fasanino. Et vous avez déménagé comme ça à Sion, avec grand-mère?
Elle n'a rien dit? Non. Non, au début, je voulais pas qu'elle vienne d'abord. Puis c'est vrai, c'était un peu difficile parce qu'elle me manquait, c'est vrai. Mais je voulais d'abord que l'entreprise elle fonctionne bien avant de les faire venir. Mais pour bien fonctionner, ça, elle a bien fonctionné. Et puis au bout de 4 ans, eh bien, elle est venue avec les 3 enfants. C'était formidable au début. Hein. On s'est retrouvés. Elle m'avait beaucoup manqué, même si vous vous doutez bien que c'était pas très facile. Hein. Elle parlait pas bien le français, les enfants non plus. Il a bien fallu s'y mettre un peu, même si aujourd'hui, à la maison, on parle encore l'italien. Et vous avez toujours eu autant de travail? Moi, en tout cas, j'aimerais pas. Hein. Vous devez être riche alors. Je ne suis pas à plaindre, mais on n'a pas toujours travaillé comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la Grande Guerre. Et il y a moins de travail pendant la guerre? Il y a eu la guerre ici? Pas vraiment la guerre, mais c'était difficile quand même. Et en Italie, c'était pas pareil. Alors tous mes ouvriers sont partis pour aller se battre au pays. Ils partaient en train, des trains entiers qui partaient comme ça depuis ici pour amener tous les Italiens là-bas. Et nous, on ne comprenait pas ce qui se passait au début. Et tous ces trains qui partaient comme ça, sans explication. Et moi, tout seul, avec juste quelques manœuvres, c'était compliqué pour moi ici. Et puis les banques ne donnaient pas beaucoup d'argent. Personne ne pouvait payer les dettes. Moi, j'attendais le plus longtemps possible, mais il fallait bien qu'on vive, nous aussi. Alors, quelquefois, j'ai dû être un peu plus dur avec ceux qui devaient me payer de l'argent, mais c'était comme ça. Et vous n'avez pas fait la guerre? Pourtant, vous êtes italien, vous aussi. Non, moi j'étais trop vieux, mais pourtant j'avais déjà fait la guerre une fois. Vous avez fait la guerre? Oui, la 3e guerre de l'indépendance italienne. J'avais 21 ans. Un peu comme oncle Mario et papa? Non, tu sais très bien qu'oncle Mario et papa, ils étaient plus vieux que grand-père quand ils sont partis à la guerre. Mais arrêtez, vous savez très bien que grand-papa n'aime pas ça. Mais moi, j'en ai pas de souvenir de papa et ça me manque. On demandera à maman. Non, n'allez pas embêter maman avec ça. Elle a suffisamment de peine, elle aussi. C'est vrai que je suis triste, mais à vous, je peux le dire. Vous savez, je prie tous les jours que vous n'ayez pas à vivre une autre guerre, parce que vous êtes si jeune, vous avez encore la vie devant vous. Vous avez déjà perdu un papa, un oncle, et c'est terrible. C'est terrible de voir partir ses enfants, terrible de ne pas avoir de nouvelles, les lettres qui ne suivent jamais. Et quand on écrit, on ne sait même pas si elles arrivent, on ne sait jamais combien de temps elles vont mettre pour arriver jusqu'à nous. Et quand on les ouvre, on a peur de lire ce qu'il y a dedans. Alors on fait croire que tout va bien, que tout est normal. On écrit des choses de tous les jours, des choses sur le travail, sur la famille, sur les amis. On espère que ces nouvelles feront du bien à ceux qui reçoivent nos lettres, et puis on attend. On attend. Jusqu'au jour où... Très cher Monsieur Berteletto, je vous prie d'accepter mes sincères condoléances pour la perte de votre beau-frère Mario, qui était mon meilleur ami. La nouvelle sera communiquée à l'oncle, Monsieur Multone, avec les précautions d'usage, ainsi qu'à ses parents désolés et à la famille. De notre cher Mario, tous s'en souviendront avec affection. Maintenant, je ressens un grand vide autour de moi. Que de beaux projets pour l'avenir. Souvent, il me parlait de vous, de son frère, de ses sœurs et de ses neveux. Sa mort fut un retour à Dieu, sans aucune souffrance, en pleine tranquillité. Il y eut une balle perdue qui le frappa. Je n'ai pas pu le voir car en ces jours, mon peloton était détaché de la compagnie. Les camarades l'ont transporté et il lui fut fait une digne sépulture. Le commandement renverra le cartable contenant les papiers personnels et valeurs à la famille, auprès des pauvres parents âgés, frappés par cette nouvelle.
Résignons-nous à la volonté de Dieu et paix à son âme. Sergent Traversini. Grand-père? Et ce n'est pas à vous d'être triste. Vous êtes jeune. Il faut profiter. Il faut grandir, il faut profiter de tous les moments, de tous les petits instants de la vie. Il faut profiter de tous les moments, comme ici, là, devant cette maison, profiter d'être là dans la cour, parce que si votre père et si votre oncle se sont battus, c'est pour ça, justement. Alors allez-y maintenant, amusez-vous. Merci grand-père.